Bonjour à tous et à toutes. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, ça fait exactement 3 mois. Bon, j'ai eu pas mal de complications, des obligations, des problèmes d'organisation. Bref, tout ça a fait en fait que les vidéos devaient sortir et finalement ne sont pas sorties et ne font que se retarder à chaque fois. Mais on va essayer d'y remédier et de se rattraper en sortant cette vidéo déjà dans un premier temps et sans doute les autres qui suivront, j'espère très rapidement. Alors, on va commencer sur un sujet. Donc, cette fois-ci, ça va concerner le son, et notamment l'acoustique ou l'archéoacoustique, donc la discipline qui va étudier les phénomènes sonores dans les anciennes civilisations, mais plus particulièrement, le traité d'aujourd'hui sera sur l'ancienne Égypte et donc l'utilisation du son dans cette civilisation. On commence avec un plan de l'exposé. En introduction, nous verrons qu'est-ce que l'archéoacoustique et comment en fait cette discipline s'est établie au fil des années. On continuera avec le développement de la méthodologie de cette discipline, avec le protocole de recherche, etc., qui s'est fait de manière très progressive. Enfin, on commencera à rentrer dans le vif du sujet avec l'archéoacoustique en Égypte antique. Nous verrons ça dans les débuts des années 90. On verra aussi, toujours dans les années 90, une étrange expérience qu'on va bien traiter. À la fin, nous verrons donc des études beaucoup plus récentes, notamment c'est-à-dire en 2021, des propriétés acoustiques du temple d'Hathor à Dendera, donc faites par une communauté égyptologique, notamment une égyptologue en particulier, qui s'est attelée à cette tâche depuis déjà pas mal de temps. Et on finira avec une conclusion de l'exposé. Nous allons voir à présent, avec l'introduction, qu'est-ce que l'archéoacoustique. D'une manière générale, l'archéoacoustique est une branche de l'archéologie qui étudie l'acoustique en relation avec les sites et les objets archéologiques. Elle fait partie du champ plus large de la musique archéologique avec un intérêt particulier pour la musique préhistorique. Donc visiblement, cette branche de l'archéologie, qui est l'archéoacoustique, va d'abord s'intéresser aux périodes préhistoriques de notre histoire. En effet, la discipline a commencé avec le travail du français Yegor Rezinkov dans les grottes ariégeoises dans les années 80. L'archéoacoustique enrichit la perception visuelle des vestiges d'une dimension auditive. Yegor Rezinkov suggérera à ce titre qu'une oreille un peu exercée, celle des hommes vivants près de la nature, fonctionne comme un sonar, aussi simple soit-il. Les travaux de Yegor Rezinkov que je recommande sont très intéressants, notamment le fait qu'il démontre, en tout cas qu'il tente de démontrer que les peintures rupestres étaient utilisées par les hommes anciens ou par les primitifs dans les grottes pour se repérer. Donc on verra tout un tas de signes, des points, donc ce sera des points noirs ou des points rouges, des fois ça sera des croix rouges et noirs, donc toujours ces deux couleurs, et tout un tas d'autres signes qui sont pour lui en tout cas des repères sonores. C'est-à-dire que dans la grotte, comme on ne voit pas grand-chose, finalement ils vont se repérer par l'écho. Et quand ils verront en fait une écho beaucoup plus intense, ils diront là c'est ici, on va marquer la grotte avec un écho, c'est cet écho spécifique, on la marque avec un point, avec une croix, etc. Voilà, donc c'était son hypothèse qu'il avait avancée dans les années 80. Dans le même ordre d'idées, l'ethnomusicologue Stephen Waller proclamera que bien que les hommes modernes reconnaissent cet événement comme des ondes sonores réfléchies et le qualifient d'écho, les peuples préhistoriques n'auraient eu aucune explication à cet événement, et si ce n'est en l'attribuant à des esprits surnaturels. Le terme archéoacoustique a pris forme en 2003 lors de la première réunion scientifique sur le sujet à l'université de Cambridge. Donc Stephen Wheeler, une personne que j'ai découverte récemment et que je pense que je vais continuer à approfondir en tout cas ses travaux, parce que lui il pense à une chose, c'est-à-dire déjà il va développer ce qu'on appelle l'animisme, c'est-à-dire le fait que les hommes anciens avaient certaines croyances dues aux phénomènes, c'est-à-dire il y avait des phénomènes et il pensait que ces phénomènes étaient de l'ordre donc du divin ou de choses de l'invisible, c'est-à-dire il croyait en l'invisible et comme quoi cet invisible influençait sur les phénomènes qu'il voyait. Donc c'était plus ou moins ça
l'histoire de l'animisme, et que ces peuples préhistoriques, concernant l'écho, pensaient que ça venait carrément d'esprits surnaturels ou bien même de divinités, et on va voir ça aussi avec quelque part l'Égypte ancienne. À présent, nous allons voir le développement de la méthodologie, le protocole de recherche. Encore au stade de développement, en 2013, le chercheur et fondateur de SB Research Group, Paolo De Bertoli, envisagera l'établissement d'un protocole de recherche pour l'investigation des phénomènes acoustiques dans les sites archéologiques. Sa méthodologie impliquera l'étude des phénomènes de résonance et de réverbération dans les structures anciennes construites à des fins spécifiques. Comme les rituels, la musique ou les discours permettent de mieux comprendre les caractéristiques acoustiques des sites anciens et la façon dont ces phénomènes sonores ont pu affecter les populations. L'archéoacoustique, selon sa conclusion, est un moyen intéressant et simple pour obtenir des informations sur un site archéologique qu'il n'est pas possible d'obtenir autrement. Alors voilà, donc c'est lui, plus ou moins en 2013, qui a établi un protocole rigoureux d'une certaine manière pour pouvoir envisager ces disciplines sur le son dans les anciennes civilisations de la meilleure des manières, en tout cas une bonne approche pour pouvoir vraiment déceler tout ça d'une façon très rigoureuse et sérieuse. Voilà, donc c'est assez récent finalement en 2013 que ces choses-là ont vraiment commencé à s'établir. Mais quoi qu'il en soit, Paolo De Bertoli, il a été longuement décrié, le monsieur, puisque à cause de ses positions concernant ce qu'on appelle donc les pyramides de Bosnie. Je mets pyramides évidemment entre guillemets. Et comme lui, en fait, et tout un tas d'autres chercheurs qui se sont attelés à cette recherche sur Bosnie, à Visoko, lui il pensait à des pyramides, donc bon, c'est un peu à cause de ça qu'il a été que le chercheur a été décrié. Mais quoi qu'il en soit, il a quand même écrit plusieurs thèses, plusieurs articles qui sont très intéressantes concernant notamment la psychoacoustique, donc une autre discipline, enfin c'est pas exactement une discipline, mais en tout cas c'est une autre branche, on va dire plutôt de l'archéoacoustique. Bon, pour le coup c'est plus sur une certaine spécificité psychologique de l'influence qu'a le son sur les anciennes civilisations justement. Bon, mais ça on reviendra dessus puisque ça induit des états modifiés de conscience, etc. Et je reviendrai dessus dans une autre vidéo notamment pour expliquer tout ça, pour montrer que quelque part, bon, c'est quand même assez pris au sérieux par pas mal de scientifiques. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec l'archéoacoustique en Égypte antique. On commence avec les débuts dans les années 90. C'est en 1996 qu'une société de cinéma proposera à un ingénieur américain du nom de Thomas Danley d'effectuer une série d'expériences acoustiques dans la chambre du roi de la grande pyramide de Khéops. L'ingénieur rédigera un article décrivant son expédition pour mesurer et analyser les propriétés sonores de la pyramide. Ce dernier a établi que la chambre présentait un certain nombre de modes forts, résonance dominante, et a été curieux d'observer que le sarcophage présentait plusieurs modes de résonance qui correspondaient directement au mode de la chambre. Donc Thomas Danley, un chercheur très intéressant, en tout cas dans le domaine de l'acoustique, puisqu'il est ingénieur du son. Donc il a été contacté par une société de cinéma, hein, comme c'était bien indiqué, qui a fait un documentaire sur le Sphinx notamment, donc je crois que ça s'appelle d'ailleurs Les Mystères du Sphinx. Alors c'est pas trouvable sur internet, je crois qu'il faut acheter le DVD, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est un documentaire qui existe et qui était relaté dans les années 90. Sa méthodologie, donc à Tom Danley, consiste à utiliser un équipement audio et acoustique afin de mesurer les différentes fréquences. L'auteur a apporté deux systèmes de haut-parleurs, un pour les fréquences supérieures à 100 Hz et un plus grand pour les fréquences inférieures. Il a utilisé ces haut-parleurs pour produire des tonalités de test à différentes fréquences à l'intérieur de la chambre. Les résultats des mesures ont été envoyés à un musicologue qui a identifié un modèle de fréquence formant approximativement un accord de Fa dièse. C'est encore une chose à développer. Danley dira quelque chose de bizarre aussi à ce sujet. Il dirait que justement cet accord de Fa dièse serait en tout cas le même, enfin en tout cas en concordance avec le Fa dièse de la Terre.
enfin comme quoi la Terre vibrerait sur ce même fa dièse, et qu'on verrait ça dans un texte ancien des Égyptiens. Mais bon, il cite pas c'est lequel, et c'est un peu dommage quoi. Enfin bref, ce chercheur est en tout cas un ingénieur du son, et n'est pas un égyptologue. Donc bon voilà, c'est sources textuelles, on y reviendra. En conclusion, Denney soulignera qu'avant la révolution industrielle et la pollution, il est probable que les humains aient eu une ouïe plus sensible que celle d'aujourd'hui, de sorte que l'acoustique des chambres de la pyramide aurait semblé encore plus puissante. Il spéculera que ces caractéristiques acoustiques pourraient avoir été intentionnelles, potentiellement utilisées dans des rituels anciens pour affecter la conscience. Donc c'est un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure avec les états modifiés de conscience, et je suis plus ou moins d'accord pour dire que les humains avaient une ouïe beaucoup plus sensible que celle d'aujourd'hui, enfin en tout cas les humains d'avant. Alors maintenant nous allons revoir une expérience très étonnante, c'est assez curieuse, qui s'est passée dans les années 1997 avec l'ingénieur John Stuart Reid, qui a examiné les propriétés acoustiques des pyramides égyptiennes et en particulier celle de Khéops. Son étude se concentre sur les temps de réverbération des chambres, la composition des matériaux, notamment le granit, et l'emplacement du sarcophage. Son objectif était de déterminer si les Égyptiens anciens possédaient des connaissances avancées en matière d'acoustique et si ces connaissances ont influencé la conception des pyramides. Pour étayer son hypothèse, il présente une série d'arguments et d'expériences, notamment des tests qui révèlent que la chambre du roi a un temps de réverbération de 4,9 secondes. Reid suggérera que cette caractéristique acoustique viserait à amplifier les chants rituels des prêtres et à créer un environnement sonore propice aux cérémonies. Donc pour lui, il s'agirait d'un rituel, en tout cas que les prêtres faisaient et chantaient, comme on peut le voir donc pour les rituels du défunt, qu'on appelle le rituel de l'ouverture de la bouche ou le passage par la peau, justement. Donc il y a tout un tas de rituels que les anciens Égyptiens faisaient, et que ce n'était pas impossible éventuellement que ces rituels étaient accompagnés de chants et de cérémonies, etc. Et donc peut-être qu'ils avaient envisagé une construction propice au son. Il observera également que le sarcophage en granit est aligné avec deux antinœuds acoustiques, point où l'intensité sonore est maximale. Alors les antinœuds et les nœuds, ce sont en fait là où il y a des points de pression. D'ailleurs les points de pression, là où en fait le son est plus intense et là où le son est moins intense. Ici donc à droite nous avons le schéma de la chambre haute, et nous voyons qu'il a tracé les nœuds et les antinœuds sur toute la chambre. Alors les nœuds, ce seraient les points blancs, et les antinœuds, les points noirs. Les nœuds, c'est là où il y a le moins de pression, donc là où le son est le moins intense, tandis que les noirs, les antinœuds, et donc le point de pression le plus intense, là où il y a le son le plus, là où le son est le plus intense. Voilà, et on voit donc qu'il y a un nœud clairement défini au milieu du sarcophage. Cette position stratégique suggère une intention de maximiser l'excitation du sarcophage par les sons produits dans la chambre. Tout comme son prédécesseur, Thomas Donnelly, John Reid remarquera la similarité entre la fréquence de résonance principale de la chambre, environ 121 Hz, celle du sarcophage, 117 Hz, et la fréquence cardiaque d'un nouveau-né, environ 125 Hz. Alors, le fait qu'il fasse en fait une concordance entre la fréquence cardiaque d'un nouveau-né, ça c'est uniquement dû au travail de John Reid et non de celui de Thomas Donnelly. Donc je tiens quand même à faire cette distinction et à préciser, parce que c'est lui qui a fait plus ou moins cette découverte-là. Alors est-ce qu'elle repose réellement sur des choses qui sont concrètes et bien fondées? C'est ce que nous verrons peut-être très certainement dans une autre vidéo, puisque je compte faire une étude à part sur le travail du personnage justement, et qu'on verra concernant donc la fréquence cardiaque d'un nouveau-né, c'est pas aussi farfelu qu'on pourrait le penser au premier abord. Suggérant que cette correspondance n'est pas une simple coïncidence, il proposera que l'architecte ait intentionnellement accordé la chambre et le sarcophage pour imiter le son du cœur d'un bébé, créant ainsi un lien symbolique avec la Renaissance et le concept de vie nouvelle.
Une autre curiosité apparut lorsque Reed utilisa l'acoustique du sarcophage afin d'effectuer une expérience de cymatique, c'est-à-dire donc, comme on le voit, qu'on appelle ça donc les figures de Chladni. Donc Chladni, c'était un acousticien, physicien, je crois aussi, qui a commencé à utiliser le son et à voir le son avec le sable. Il saupoudrait de sable une membrane et avec le son, le sable se mettait en fait à dessiner tout un tas de formes géométriques. Et c'est ce qui a appelé ensuite le terme cymatique qui vient donc de kymatique du grec justement. Saupoudrant de sable une membrane qu'il tendit au-dessus du coffre, l'ingénieur notera par le biais de différentes fréquences sonores des motifs complexes dans le sable révélant la richesse des résonances du sarcophage. Il constatera que certaines de ces images ressemblèrent à s'y méprendre à des hiéroglyphes égyptiens, prétendant un lien possible entre la cymatique et l'écriture hiéroglyphique. Concernant les motifs étranges qui sont apparus, nous pouvons les voir sur la droite. On a ici 4 photos avec les hertz qui sont associés. En tout cas les hertz qui ont été générés pour créer ces motifs. Alors oui, bon, c'est induit, puisque pour le coup, il met en fait la hiéroglyphie, enfin les signes hiéroglyphiques qui sont associés. On voit ici l'œil, donc l'œil d'Horus, on a le disque solaire Ra, on va avoir donc le nœud Sa, donc c'est le hiéroglyphe Sa, et le pilier Djed. Enfin, en tout cas, c'est son association à lui, hein. C'est lui qui interprète les signes, les motifs qui sont apparus par donc ces signes hiéroglyphiques. Mais pour le coup, en fait, il faudrait réellement qu'un égyptologue se penche sur ces motifs et avec un autre protocole, essayer peut-être de renouveler l'expérience pour voir si réellement on a bien affaire à des motifs hiéroglyphiques ou si c'est juste des motifs tout simples en fait qui sont sortis et qui ne veulent pas dire grand chose finalement, quoi. C'est très possible que ça soit à cause de la résonance du sarcophage. En tout cas, c'est un petit peu ce qu'il suggère, hein, l'acousticien, le chercheur, il suggère cette chose-là, comme quoi c'est le sarcophage lui-même qui induisait ces motifs-là par le biais donc des cristaux de quartz qui étaient à l'intérieur. Et comme c'est très riche en quartz, alors ça faisait tout un tas de motifs organiques comme un œil. Alors je crois qu'il y en a d'autres aussi qui sont sortis, d'autres motifs qui sont sortis, qu'il n'a pas jugé bon de montrer. La seule chose en fait qu'il montre, c'est ces formes-là qui pourraient ressembler, oui, effectivement, à certains hiéroglyphes. Bon, moi pour ma part, c'est très, voilà, c'est quand même très interprétatif parce que ce qu'il considère être comme la colonne Djed, pour le coup, moi je vois plus comme quoi ce serait peut-être l'ondulation de l'eau qu'on retrouve dans le Noun, par exemple, ou la lettre N, le hiéroglyphe, le signe N. Voilà, mais bon, ça c'est vraiment parce que j'ai envie que ça représente un hiéroglyphe, mais ça se trouve ça représente toute autre chose, et ça on sait pas. Pour l'œil, c'est induit avec les pointillés qu'il donne, mais sinon, oui, ça pourrait éventuellement, bon, on pourrait voir un œil, allez, peut-être, mais et encore, bon, voilà, comme ça, c'est pas, je trouve que c'est pas très explicite, notamment même pour le disque solaire Ra. C'est pas tout à fait un rond, il n'est pas tout à fait bien défini. Il y a juste peut-être le hiéroglyphe Sa, qui est le nœud, qui serait peut-être plus explicite. Mais et encore, c'est voilà, ça reste très interprétatif tout ça. Mais en tout cas, l'expérience devrait être renouvelée, à mon sens, avec un protocole beaucoup plus rigoureux, puisque, je rappelle, cette expérience a été faite dans les années 90, et le protocole, même, enfin, je veux dire, la discipline même de l'archéoacoustique n'existait pas encore. Donc, la méthodologie n'était pas aussi, précise qu'elle est aujourd'hui. John Reed conclura que l'utilisation du granit, le positionnement du sarcophage, la similarité des fréquences de résonance et des expériences cymatiques pointent tous vers une intention acoustique. Bien que d'autres recherches soient nécessaires pour confirmer cette hypothèse, l'article de Reed ouvre des perspectives sur la connaissance de l'Égypte ancienne et nous invite à considérer la Grande Pyramide comme un espace sonore sacré,
conçus pour amplifier et manipuler le son à des fins rituelles. Voilà, donc même lui il le dit, de toute façon, que c'était que sa publication est quelque part incomplète et qu'il faudrait justement renouveler cette expérience pour être bien sûr avec un protocole plus rigoureux pour voir si réellement il y a bien une intention acoustique dans la construction de la chambre du roi. À présent, nous allons passer au temple de Dendera, au temple d'Hathor à Dendera, qui a été étudié par l'égyptologue Sibille Imrit en 2021, donc beaucoup plus récemment, et qui a donc mené une étude archéoacoustique sur le temple, qui, je rappelle, est un temple récent, donc ptolémaïque, qui daterait d'environ 323 à 30 avant notre ère. Des mesures acoustiques ont été réalisées pour caractériser la réverbération et le bruit ambiant dans les différentes parties du temple. L'objectif était de comprendre comment l'ouïe contribuait à la perception et à la régulation du son. L'étude prend également en considération l'iconographie du temple, notamment les représentations de musiciens afin de mieux appréhender le rôle du son dans les rituels. En effet, de nombreuses représentations de musiciennes et des scènes rituelles avec des instruments de musique témoignent de l'omniprésence de la musique dans le temple, en particulier pour vénérer la déesse Hathor. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de musiciens qui sont représentés sur les bas-reliefs, notamment des sistres, très intéressant, ce genre d'instrument qui va permettre de concorder avec un rythme. En tout cas, la représentation de l'iconographie qui représente des musiciens pourrait éventuellement aller dans le sens d'une intention acoustique dans la construction du temple. Les premières mesures du temps de réverbération montrera que les différents espaces du temple ne suivent pas une simple échelle en fonction de leur taille, ce qui suggérera une acoustique complexe influencée par la présence de colonnes et le couplage entre les pièces. L'analyse sous-entendra que le temple offrait une expérience à la fois auditive et visuelle, où le son pouvait se propager à l'extérieur du pronaos, un vestibule semi-ouvert qui accueillait les grandes fêtes, que l'on voit donc sur le schéma à droite. Donc tout à droite, on a le pronaos, c'est écrit dessus, et on a le naos par la suite. Voilà, donc, et ça, apparemment, le pronaos est un vestibule qui serait semi-ouverte et qui pourrait permettre aux personnes situées à l'extérieur du temple de participer aux festivités par l'ouïe. L'égyptologue soulignera que pour comprendre pleinement l'acoustique du temple, il est nécessaire d'utiliser un modèle 3D qui peut intégrer les éléments manquants, tels que les portes et les murs périphériques, et permettre des simulations plus précises. Bien qu'il s'agisse d'une étude préliminaire, elle suggère que l'acoustique jouait un rôle essentiel dans l'expérience religieuse et rituelle dans le temple de Dendera. L'auteur souligne que cette étude interdisciplinaire permettra de mieux comprendre l'expérience globale qu'avaient les anciens Égyptiens de l'architecture et invite à poursuivre les recherches sur l'ensemble des espaces du temple d'Hathor. Voilà, donc comme on peut le voir, c'est encore une étude préliminaire, donc elle n'est pas encore finie, tout comme l'étude que j'ai citée avant avec John Reed, l'acousticien qui a, dans les années 90 qui a fait son expérience dans la grande pyramide de Khéops. Et là, nous voyons ici, en 2021, comme quoi, là aussi, on a une étude préliminaire du temple d'Hathor à Dendera, et on a des temps de réverbération concernant différentes salles. Ici, comme on peut voir dans le schéma à droite en bas, on va avoir le schéma du temple en bleu, on va avoir donc une réverbération de un peu plus de 4 secondes 5, et puis pour le reste, on a en violet, en vert et en rouge, des temps de réverbération un peu moindres. Voilà. En conclusion, l'étude de l'acoustique dans l'Égypte ancienne est complexe et nécessite une approche pluridisciplinaire. Elle est un facteur important dans la musique et que l'analyse des différents types d'instruments, des lieux et des représentations d'événements musicaux permet d'obtenir de nouvelles informations sur la musique et sa fonction sociale et religieuse, à cette époque. Nous pouvons constater à travers cette présentation que la discipline s'est composée de manière empirique et semble s'établir en 2013. Avant cela, les études en archéoacoustique des temples et pyramides ne bénéficiant pas de protocoles plus rigoureux restent contestables. Néanmoins, donc rappelez-vous, avec l'expérience de John Reed ou même l'expérience de Tom Danley, comme quoi, c'était dans les années 90, le protocole n'était pas pareil. Néanmoins, il serait judicieux de reconsidérer la pertinence de certaines de ces anciennes études à la lumière d'une méthodologie plus prudente et précise.
Et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de mettre un like, évidemment, pour soutenir la chaîne et surtout le travail, parce que c'est un travail quand même assez conséquent. Je fournis quand même pas mal de documents qui sont assez difficiles à trouver, notamment le travail de John Reed, ça n'a pas été une simple affaire. Voilà, donc les sources concernant la vidéo seront en description. Il y aura aussi d'autres sources qui sont accompagnées, enfin ça va être enrichi d'autres sources pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans ces études archéo-acoustiques, notamment celle de l'ancienne Égypte. Je vous remercie et à très bientôt.